La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Grace. Hello Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Donc j'ai hâte de t'écouter, d'entendre ton histoire et d'apprendre de toi. Alors, on va commencer par les présentations. Alors, je me présente. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Grace. J'ai 32 ans. J'assume maintenant, mais j'assume mes 32 ans. Je les ai depuis peu. Donc voilà, je me suis mariée il y a pas longtemps, donc il y a un an, ça va bientôt faire un an que je me suis mariée. Oui. Je suis d'origine congolaise, j'ai un grand frère, une petite sœur et donc du milieu. Voilà, je suis souvent l'électron libre, on va dire, de la famille. Mais donc voilà, à mon niveau, en fait, donc là, c'est vraiment une petite présentation. Ouais. Après, je sais que par la suite, on parlera de mon métier. Ouais. Comme je le disais en off, donc ici, je suis avocate, mais je ne me définis pas, justement, juste en tant qu'avocate. Et j'estime être beaucoup de choses encore. Tu nous apprendras tout ça. Et donc, comme je disais au sujet du podcast, le thème, c'est l'afropéenne. Est-ce que c'est un terme que tu connaissais ? Je ne connaissais pas ce terme-là, mais je pense que c'est un terme qui parle à tout le monde. Et je pense que généralement, c'est assez facile, surtout pour nous, soit pour les personnes venant d'Afrique et qui ont grandi donc, ici, on s'y retrouve assez facilement. Et donc ici, on ne va pas se mentir, je pense que je pourrais effectivement me considérer comme une afropéenne. Ok, donc la case te convient. Me convient, oui. Il y en a qui ne veulent pas de cette case, ou il y en a qui ne reconnaissent pas. Mais... Non, moi je me dis, soyons honnêtes. Ici, moi je suis née au Congo, mais je suis venue ici en Belgique quand j'avais 8 mois. Ouh là là. Donc effectivement, on va dire que j'ai eu toute la culture africaine grâce à mes parents, donc je l'ai vraiment bien eu, vraiment bien eu. Mais voilà, on va pas se mentir, l'école, etc. fait que l'entourage, le reste fait que il y a ce côté européen quand même en nous, et je pense qu'on peut pas le nier et que ce serait quand même d'une certaine manière pas juste en fait de nier ce côté-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Comment, tu me dis, tu arrives ici à 8 mois. Comment se passe la vie ? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là où j'étais toute petite, mais donc moi j'ai grandi, donc déjà pour la petite histoire, j'ai grandi à Etterbeek. Ici, donc je suis arrivée avec mon frère, on a 2 ans de différence. Bizarrement, je pense que mon frère a lui encore quelques souvenirs, c'est ou bien vrai. peut-être, vraiment, ou bien peut-être que c'est parce qu'on lui a raconté tellement d'histoires que finalement il arrive à se souvenir de pas mal de trucs. Donc voilà, donc on va dire que c'était une jeunesse assez classique, mais... J'ai une petite question, c'est Congo-Kinshasa Oui, RDC. Ok. Ouais. Et donc on va dire enfance assez classique. Et comme je le disais au début, certes, grandi ici en Europe, en Belgique, mais culture africaine très très présente. Donc c'est-à-dire qu'à la maison, c'était vraiment, on te rappelait assez vite que certes, on est en Belgique, mais tu es belge juste sur les papiers. Et je trouve qu'au final, c'était vraiment donc un bon mix, parce qu'au final, tu te rappelles à chaque fois, ah oui, je suis quand même noire.
et qu'au final, j'ai jamais eu à poser cette question-là à mes parents de savoir si j'étais noire ou pas. Parce que ma petite sœur qui est née ici, je sais pas si elle écoutera le podcast un jour ou pas, mais elle voudra probablement me tuer pour ça. Je me rappelle plus jeune, surtout qu'elle est néerlandophone. Oui. Elle avait demandé donc à mes parents de savoir si elle était noire ou pas. Oh. Et elle disait que justement, finalement, non, elle n'est pas noire, mais elle est brun. Et j'étais là, non. Et donc, du coup, il y a eu tout un travail quand même à faire donc, au niveau donc, de la couleur, de la culture également. Mais nous, j'avoue, il n'y a pas eu ce problème-là étant petit. Et tu sais qu'il y a il y a un débat parce que beaucoup de personnes considèrent que si on a grandi en Afrique, on n'est plus afro-paysan, on est africain. Enfin, moi j'ai déjà vu sur YouTube ou même à la télé un débat là-dessus. Et c'est vrai que ce que tu dis rappelle un peu cette discussion. C'est quand on est vraiment né ici, qu'on a vraiment passé toute sa vie ici, c'est compliqué de faire ce lien avec un pays ou un continent qu'on a peut-être même jamais visité. C'est vrai, mais ça c'est triste parce que de nouveau, pour mon cas, encore... honte à moi. Je n'ai pas encore été... je ne suis pas encore retournée au Congo, mais ce n'est pas pour autant que je ne me sens pas du tout rattachée à mon pays ou quoi que ce soit. Je me sens totalement rattachée au Congo. Ça, c'est le travail des parents. Je pense que c'est vraiment le travail, effectivement, des parents, le travail familial. On me l'a beaucoup rappelé et on m'a beaucoup parlé, en fait, justement, de ma culture. Et même au-delà de ça... par exemple, moi, quand j'étais petite, donc j'ai vécu aussi avec mes deux grands-mères. Et mes deux grands-mères ne parlent pas français et ne parlent même pas lingala. Donc, ça fait que mes deux grands-mères parlent la langue du village. Et donc, c'est laquelle ? Le Kitetela. Ah, ok, d'accord, je connais. Et donc, ça fait que moi, effectivement, j'avais pas le choix. Si je voulais communiquer avec mes grands-mères, je devais parler Kitetela. Donc, ça fait qu'ici, j'ai appris à parler Kitetela, je parle Kitetela. Et donc là, on va dire, niveau culture, on rajoute une couche. Était vraiment bien présente. Et donc, moi, je me dis, c'est pas parce qu'on est né et qu'on a grandi ici en Belgique que finalement, on n'a pas ce lien, en fait, avec l'Afrique. Et je pense que c'est quelque chose, au final, qu'on a vraiment en nous. Et donc, je trouve que c'est important de le rappeler et de faire ce travail-là et finalement aussi de conscientiser, en fait, nos enfants. Parce que moi, par exemple, quand je vois ma petite sœur, qui effectivement, quand elle était toute petite, se posait certaines questions par rapport à sa couleur, mais aujourd'hui, elle ne se pose même pas ces questions. Enfin, c'est totalement fini. On va dire que le travail culturel a été fait et que si on lui pose la question, elle dira « Oui, non, moi, je suis congolaise, je suis africaine, je ne suis pas... européenne également, mais au départ, je suis africaine, quoi. » Ok, tu vois, là tu me... non, mais tu me remets certains points sur certains i, tu vois. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que être né, c'est bon, ça y est, ça tombe du ciel. Alors qu'il y a un travail, même parfois pour des enfants qui vivent même en Afrique. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'en vois certains, justement, qui sont nés et qui ont même bien grandi, on va dire, du coup, en Afrique, et qui viennent et qui, d'un coup, vont faire comme si cette partie-là n'avait pas existé. Et je me dis, ça, c'est totalement fou. Ouais. Mais là, on rentre dans un autre débat, limite, et c'est volontaire. Alors, là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat et j'ai l'impression que c'est plus volontaire qu'autre chose. C'est plus volontaire. Donc, voilà, et c'est juste... Ça appelle d'autres... No comment. Non, mais donc voilà, sur ce point-là. Ça va. Et alors, comment tu grandis ? Comment se passe ta scolarité ? Du coup, j'ai fait toute ma scolarité, en tout cas primaire, enfin maternelle, primaire, secondaire à Etterbeek. Du coup, pour mon école primaire, enfin maternelle et primaire, c'était la première école dans laquelle j'ai été dès qu'on est arrivé du Congo, on va dire ça comme ça. On nous a mis l'école vraiment qui était à côté de la maison. Vraiment genre littéralement à 10 mètres, je pense. Et c'était drôle pour cette école parce que je disais, c'est la seule école où j'ai été et que j'ai pu voir des gens vraiment issus de la diversité entière, on va dire vraiment. J'étais à Bruxelles. Ouais, j'étais à Bruxelles. J'ai dit, j'avais jamais vu, jusqu'à présent, je pense pas que j'en ai revu, de Géorgiens, de Somaliens, j'en ai pas vu. Mais là-bas, j'avais vraiment toutes les origines dans cette école-là. Et c'était vraiment, vraiment fou.
Et je me rappelle, en partant de là, j'ai eu des super bons profs en plus, mais beaucoup avaient des doutes. Je pense sur la suite en disant, oui, elle était dans une école quand même un peu limite une école d'étrangers. Oui. Mais moi, j'ai trouvé l'école vraiment super chouette. Comme quoi. Mais après, au final, tu sais pas voir qu'il y a mieux tant que t'as pas été goûter, en fait, entre guillemets, autre chose. Parce que je me rappelle, par exemple, on n'avait pas spécialement de voyage scolaire en primaire et tout. Et des fois, on nous faisait repeindre l'école, etc. et tout. Mais nous, on trouvait ça génial. On trouvait vraiment ça génial et on se disait, ah ben voilà, c'est chouette. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte, je me dis, mais comment ils nous faisaient faire des choses, c'était pas normal en fait. Oui, on nous faisait travailler gratuitement. Travailler des enfants, qui plus est. Mais moi, je trouvais ça totalement normal et super chouette. Mais donc, j'ai bien aimé mes primaires, etc. Après, donc, j'ai été à Saint-Stanislas, toujours à Etterbeek, pour mes secondaires. Mais à ce moment-là, on avait déménagé, on était parti vivre en Flandre, mais je voulais pas du tout étudier en flamand ou autre. Et je regrette ce choix-là aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, j'aurais bien aimé, ça m'aurait facilité au niveau des langues. Mais bon, c'est... Oui, mais Stanislas, c'est quand même... Très bonne école. Ben là, ça changeait. Ça valait. Ça a changé ? Non, ça changeait de mon école primaire, du coup. Ouais. Et donc là, ça... ça... que t'as pas perdu au change. Non, c'est vrai. Moins de langue, mais bon niveau. Oui, non. Ça, j'avoue que du coup, la formation a été bien faite. J'ai eu des chouettes profs, mais ça a été un peu plus compliqué. Je me rappelle déjà au début, des fois, j'aime bien chercher la facilité, je vais pas mentir. Et donc là, je me rappelle au début, donc je me disais à mes profs, oui, non, je vais prendre langue, etc. et tout, pour pouvoir suivre mes amis. Et on m'avait dit que c'était une option facile. Donc je m'étais dit, tranquille, voilà, comme ça, je pourrais finir mes années assez facilement. Donc prenons l'option langue. Mais j'avais une prof qui était là, non, je sais que tu es capable de mieux. Donc limite, je t'interdis de t'inscrire en langue. Et si tu t'inscris à cette option, je ferai tout pour qu'on dise qu'il n'y ait pas de place. J'étais là, mais enfin, c'est pas juste. Ouais. Mais heureusement qu'elle a fait ça. C'est vrai. Donc du coup, j'ai pris latin sciences. J'ai pris vraiment grand écart. Et j'étais là, bon, ok, ça m'a demandé beaucoup de travail. Et finalement, Dieu merci, ça a été. Après, du coup, j'ai fait latin maths. Toujours, pour quelqu'un qui cherchait la simplicité, j'étais là, bon, c'est pas grave, tant qu'à faire, on commence, on va jusqu'au bout. Et j'ai terminé effectivement en latin sciences de nouveau. Et là, je me souviens, ma prof de latin, je lui dis, ah oui, en sortant, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai envie de faire soit ingénieur de gestion, soit je veux faire du droit. Là, directement, on me regarde avec des grands yeux. Oui, tu sais, je pense pas que ce soit des études adaptées pour toi, etc. et tout. Tu devrais peut-être alors, si tu veux faire du droit, envisager alors la haute école. Je pense que ce serait un cursus beaucoup plus adapté pour toi. J'étais là, ok, d'accord. Enfin, j'avais pas spécialement de mauvais points, mais j'avais pas non plus les meilleurs points, également. Mais ici aussi, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que j'ai un super papa. Mais un papa très très strict. Et niveau études, c'est très sérieux. Et je me rappelle, lui-même m'avait dit, si tu n'as pas au moins 70% à ta réto, pas d'université. J'étais là, ok. Ouais, non, c'était c'est vraiment chaud. Donc j'étais là, d'accord. Et c'était le genre de personne, si tu as des échecs en certaines matières ou quoi que ce soit, on prendra un prof alors pour remédier à ces échecs-là. Comme ça, il n'y a pas intérêt à avoir des... Ouais, non, c'était très sérieux. Et donc finalement, moi, elle me dit ça, je sais que ça m'avait un peu démoralisée en me disant, est-ce que je serais capable ou pas finalement de faire du droit ? Dieu merci, j'ai un fort caractère. Donc j'avais dit, c'est pas grave, je vais pas écouter, etc. Moi, j'ai envie de faire du droit et je vais m'inscrire alors à l'UCL après. J'avais fait la prépa pour un G de gestion, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'aimais. Maths, sciences, tout ça, c'était pas mon truc. Tu comptais le faire où Ici, à Solvay. À Solvay, ok. Mais finalement, j'étais là, non, ça t'a pas attiré plus que ça? Non, vraiment pas. Je me suis dit, c'est beaucoup trop de travail pour moi, je pense, finalement. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire du droit. Et là aussi, c'était assez drôle parce que je me rappelle... Donc je dis finalement à mon père que je veux faire du droit, etc.
Et je lui dis qu'il plaisait que je veux faire du droit à l'UCL. Alors là, c'était toute une histoire. Donc non seulement il y avait la condition des 70%, et après, il y avait tout le questionnement de est-ce qu'on l'envoie à l'université ou pas. Et en plus, faire du droit, il était là, non, jamais. Enfin, on ne l'envoie pas. Il m'avait dit oui, je ne dénigre aucun métier. Mais il m'a dit, je pense que ce serait mieux que tu fasses infirmière. Ouais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de culturel. Parce que chez nous, on pousse beaucoup, du coup, pour partir faire des études d'infirmière. Parce qu'on trouve plus facilement du travail. Et on estime que, du coup, c'est un travail qui est bien rémunéré, etc. Donc, on se dit, c'est la sécurité. Ouais. Voilà. C'est vraiment la sécurité. Et moi, j'étais là, mais non, j'aime pas les hôpitaux, etc. Ouais. Et tout. Enfin, c'est mort, je peux pas faire ça. Et je me revois en cours avec une de mes copines et je lui dis, faut que je parle à mon père, etc. et tout, parce que je veux partir à l'UCL, etc. et tout. Mais je dois lui donner des bons arguments pour que je puisse partir à l'université. Donc, j'avais préparé mon rendez-vous limite avec mon père. L'entretien. Mais vraiment, et je lui dis, en plus, oui, papa, est-ce que je peux te parler, etc. et tout. Il me répond, oui, tu peux me parler demain soir si tu veux. Il me donne l'heure, il me donne rendez-vous, quoi. J'étais là. Attends, il faut que je fasse avec mes enfants, c'est trop cool. Non, mais c'était trop stressant. C'était trop stressant. Et je dis, ok, d'accord. Donc, je prends le temps de peaufiner mon. Non, mais incroyable. Et là, franchement, tu vas entendre, il m'a sorti une pépite. Donc, je prépare mon rendez-vous, etc. et tout. Et il m'attend dans son bureau. Donc, je vais dans son bureau, etc. et tout. Je dis, oui, alors, voilà, papa, j'aimerais partir à l'UCL pour faire mes études de droit, etc. et tout. Et là, je sors tous les points, les pour et tous mes contre, etc. et tout. Et il me dit, écoute, Grâce, je ne sais vraiment pas si je veux, donc, du coup, financer tes études, etc. et tout, à l'université. Je ne sais pas encore les points que tu auras. Et donc, du coup, je n'ai pas envie que tu sois un mauvais investissement pour moi. Donc là, je pense que dans ton cas, tu seras un mauvais retour sur investissement. J'étais là, what? Alors là... Donc là, il avait tout cassé en moi, niveau confiance et tout. J'étais là, mon Dieu. Alors, non. Je suis KO. Non, c'était vraiment une catastrophe. Et là, tu as quoi? Tu as 16, 17 ans? Oui, non, j'ai 17 ans, du coup. Mais oui, non, j'allais sur mes 18. Tu te montres un truc comme ça? Mais oui, et tu étais là, tu te dis, ton père ne croit pas spécialement en toi. Mais c'est ça. Ton papa, il a tout tué. Mais c'était trop méchant. Et même encore, quand je lui rappelle, il me dit, mais faut comprendre. Méchamment classe. Mais oui, c'est ça. Et il faut... dans la douceur, mais vraiment, il me l'a sorti comme ça, j'étais là, bon, ok, et je pars de son bureau et tout, lui sans stress, voilà, il a balancé ce qu'il avait à balancer, ok, donc je pars de là, ma mère qui me voit vraiment limite au bord des larmes et tout, ensuite elle me dit, oui, comment ça s'est passé avec ton papa et tout, je lui explique et tout, elle dit non mais tu sais ton papa comment il est dur, tu vois qu'il veut juste ce qui est bien pour toi, etc. et tout, mais pourquoi tu veux pas faire infirmière et tout, et je lui dis mais maman j'aime pas les hôpitaux, etc. et tout, je déteste aller à l'hôpital, et j'ai réellement une phobie en fait des hôpitaux, je ne supporte pas. Elle me dit mais tu vois ça au moins t'es sûre que plus tard pour ton métier ça va aller, etc. et tout, et donc de nouveau regarde comment l'Europe c'est difficile, nanani nanana, et on te donne tellement d'exemples. Et t'es là, tu te dis, mais non, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et donc là, ça continue, genre... Mais franchement, chapeau, Ouais, non, pour avoir continué jusqu'au bout. À ton jeune âge, surtout, tu vois. Mais c'est ça, et je me rappelle, je reçois donc mon diplôme, et on me demande finalement... Qu'est-ce que tu veux faire alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, j'ai dit, je veux faire mes études de droit. Et mon père me dit clairement, écoute, si tu veux faire tes études de droit, moi, je ne financerai rien. Et j'ai dit, c'est pas grave. Mais oui, et moi, j'ai dit, là, c'était vraiment mon côté têtue et capricieuse. Le tout est ressorti. J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Et j'avais dit à ma maman ce jour-là, j'ai dit, si personne ne veut aller avec moi pour s'inscrire à l'université, j'ai 18 ans, je pars, je m'inscris et je fais mes études. Eh bon, dis donc. Et c'est là, bon. Un fameux caractère. Oui, non, c'est ça. Oui. Lui, en plus, lui et moi, ça a toujours été un petit peu... Vous ressemblez, non? C'est un peu un caractère très, pas têtu, mais très borné. Ouais. Vraiment. Ouais. Avec lui, on a eu des... Je me rappelle une fois, en secondaire, donc on devait partir en voyage scolaire, et il voulait pas payer mon voyage scolaire, parce qu'il m'a dit que c'était une perte de temps, et qu'il voyait pas pourquoi, etc. et tout, genre il allait payer pour un voyage scolaire. Si on va à l'école, c'est pour étudier, et pas pour partir en voyage. Pour se balader. Et j'étais là, mais... Et donc j'avais commencé un débat avec lui, et il m'a pas laissé terminer mon débat, et donc il a coupé court au truc, et il est parti. Et donc je lui avais écrit une lettre.
en lui disant comme tu ne m'as pas laissé terminer, etc. et tout. Et je lui ai mis tout ce que je pensais. Et par rapport à la culture générale, à tous les aspects hors études, en fait, qu'on devait avoir également, j'ai collé ça sur un des miroirs. Notre vie, c'est un cinéma. Vraiment. Et en plus, je me rappelle parce que mon oncle vivait chez nous à ce moment-là. Il m'a dit, mais Grâce, on fait pas ça. Et j'ai dit, mais si. J'ai dit, il m'a pas laissé le temps de terminer mon truc, mon explication. Donc, voilà. Il m'a pas écouté. J'ai dit, là, tout le monde pourra lire ce que j'avais à dire, etc. J'adore. Et donc, effectivement, il a lu. Et le matin, moi, en me réveillant pour aller à l'école, il y avait juste une enveloppe avec l'argent pour mon voyage scolaire. Trop bien. Et effectivement, mais lui, si tu lui parles aujourd'hui, il te dira, mais un enfant comme Grâce, non, il est tellement fier aujourd'hui, mais il dit, mais quand même, elle m'a donné du fil, vraiment du fil à lui, apparemment, il t'a bien rendu. Ouais, mais c'est ça. Pareil. Franchement, avec lui, je te jure, je pourrais écrire un livre parce que toutes les pépites qui m'a sorti pendant mes études, c'était une dinguerie, mais vraiment. Et des fois, je me dis, allez, au début, quand j'étudiais pour le rendre fier et pour dire, ben, tu vois, tu croyais pas en moi, nanani, nanana. Finalement, ben voilà, ça va. Mais j'avais l'impression que finalement, j'arrivais pas à bien rentrer dans mes études. Et c'est au moment où j'ai finalement laissé tomber, enfin, ce côté-là où, ben, s'il est content, tant mieux. S'il est pas content, ben, je le fais pour moi. Tant pis. Au final, j'aime mes études et je sais pourquoi j'ai choisi de faire ça. Et mais tu sais ce qui t'a poussé à faire droit? Je pense que j'ai toujours eu ce côté-là. Bah oui, quand tu me dis que tu écrivais des plaidoyers, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là en moi et je pense que j'aime pas les injustices. En fait, j'ai vraiment du mal avec ça. Et ma maman était tombée malade. Et donc il y avait eu une faute professionnelle et ici donc il discutait un petit peu avec mon père et tout de savoir est-ce qu'on engage la responsabilité du travail ou pas. Et ici il disait ouais mais tu t'imagines engager la responsabilité d'un hôpital etc et tout, les frais d'avocat nanani nana, on va pas rentrer dans tout ça. Voilà. Et aujourd'hui depuis cet accident de travail elle a plus jamais retravaillé. Et moi j'étais là mais c'est pas possible, enfin ça m'avait tellement et encore aujourd'hui genre rebuté, mais c'était fou horrible, et je me suis dit non, et je me suis dit juste parce que finalement on n'est pas sûr en fait de nos droits, on sait pas ce à quoi on a droit, ben on se dit bon dans le doute on laisse seulement, et puis quand tu vois le géant en face de toi tu te dis c'est ça, et moi je me dis non en fait et là je sais que ça m'a vraiment poussée et j'avais dit à ma mère plus jamais ça, plus jamais, et aujourd'hui franchement des formations professionnelles, mais je réclame sur tout. Même mon mari, il voit bien, je réclame sur tout. H24, je suis là, ouais, non, mais ça, non, ça, je suis pas d'accord, non, mais ça. Donc, bon, mais c'est juste que parce que je l'ai vraiment... L'histoire personnelle. Ouais, non, je l'ai vraiment là, quoi. Oh, excellent. Ok, ça va. Donc voilà. Tes études de droit, tu sais tout de suite, parce que je parlais avec Georgia hier, qui faisait droit aussi, mais qui savait pas, est en mode je veux pas être avocate, mais je sais pas ce que je vais faire. Il me disait c'est bizarre, quand vous êtes en première, on vous dit pas vous pouvez faire droit familial, droit notarial, je sais pas si ça se dit comme ça. On vous informe ou pas dès le début? Vous savez dès la première ou en master? Eh ben, tiens, beaucoup se décident généralement en master. Beaucoup. Mais moi, j'avoue que j'étais arrivée avec un objectif en tête. Je savais directement ce que je voulais faire. Et c'était quoi? Du droit fiscal. Ah, tu savais ça? C'était précis. Je savais. Bien, quand même. Mais c'est parce que je m'étais renseignée. Donc, dans les métiers du droit, quel est le métier dans lequel, les matières du droit, quel droit finalement me permettrait d'avoir une vie aisée. Ensuite, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et on m'a dit droit des sociétés, droit fiscal. Ouais, droit des sociétés, ça j'ai déjà entendu. Ouais, droit des sociétés, droit fiscal. Mais t'as pas de vie. Droit des sociétés. Non. Mais non, mais franchement. Non, droit des affaires, un truc comme ça. Ouais, non, c'est ça. Donc, du coup, le droit des affaires regroupe tout ce qui est corporate, taxes, etc. et tout. Ça regroupe vraiment tout ça. Mais au final, les personnes qui font du pénal souffrent encore plus. Parce qu'on peut t'appeler limite n'importe quand. Moi, c'est plus rare qu'on m'appelle dans la nuit, mais quelqu'un en prison. Ouais, c'est ça. Eux, c'est vraiment, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est un sacerdoce parce que... et il faut avoir les nerfs solides vraiment pour faire du pénal, du droit familial. Moi, je sais que je ne pourrais pas parce que dur, hein. Je mettrais beaucoup trop de moi dedans et je serais plus objective. Ça, je sais que je... Moi, je trouve que humainement, c'est... Moi, j'ai besoin d'être détachée en fait quand même de ma matière.
Et vu qu'à la base je voulais faire ingénieur, j'avais besoin d'un côté quand même un peu plus logique, un peu plus chiffré quand même dans ma matière, dans ma pratique. Et c'est pour ça que moi le droit fiscal c'était limite évident. C'était vraiment c'était vraiment évident. Et donc quand tu commences, tu sais déjà, donc dès ton master, tu prends l'option, c'est comme ça. J'ai pris du coup donc tu as tes mineurs, on va dire des petites spécialisations, je vais appeler ça comme ça. En bac, et ensuite en master, tu as ta spécialisation. Et moi, j'avais effectivement pris fiscal et droit des entreprises en finalité. Ok, et donc pas de regrets? Non, à présent, toujours pas. Toujours pas, je reste satisfaite de mon choix. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup, c'est quoi le droit fiscal? Qu'est-ce que c'est? Alors, le droit fiscal, de nouveau, il y a plein de matières dans le droit fiscal. Donc, il y a tout ce qui est impôt direct, impôt indirect. Donc, on va dire dans les impôts indirects, tu as tout ce qui est TVA, etc. Enfin, TVA, enregistrement, assises et tout, je pense aussi. Mais moi, je fais tout ce qui est impôt direct. Donc, droit des sociétés principalement, mais tu as aussi impôt des personnes physiques, etc. En fiscalité directe. Et donc moi, c'est tout ce qui est droit des sociétés et fiscalité internationale, mais toujours pour les sociétés. Ok, très bien. Bon, rentrons dans les détails. Donc, par exemple, quand est-ce qu'on fait appel à un avocat fiscaliste? Qui fait appel à un avocat fiscaliste et quand? Beaucoup de gens. Franchement, plus qu'on ne le pense. Déjà, souvent, il y a des personnes physiques, donc la personne lambda, imaginons, problème au niveau de ta déclaration fiscale. Tu peux appeler un avocat fiscaliste ici, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple de mes parents. Je ne pense pas qu'il y ait de secret professionnel à ce niveau-là. Enfin, je pense que je peux, qu'ils me permettent. Mais donc du coup, ici, mon père qui me dit on a eu une modification. Enfin, on va nous modifier notre déclaration fiscale d'il y a 2 ans et pour les 2 années précédentes. Ensuite, je demande donc pourquoi et ils disent les aides qu'on envoie au Congo normalement sont déductibles, mais ici ils refusent donc la déduction. Mais dit moi j'ai demandé à la base à mon comptable, etc. On a dû faire toute une procédure et donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déductible et pourquoi on veut modifier donc ma déclaration fiscale, surtout qu'on remonte jusqu'à 2 ans avant. Donc ici, il a fallu introduire un recours, etc. Et donc là, on est en plein dans la procédure. Et pourtant, ce sont des personnes lambda, ce ne sont même pas des sociétés ou autres. Donc ça, c'est par exemple pour une personne X, enfin une personne lambda, je vais rester sur ça. Monsieur et Madame tout le monde. Monsieur et Madame tout le monde, effectivement. Problème de déclaration fiscale, ça c'est assez classique. Les indépendants aussi ont souvent pas mal de problèmes. Donc il y a ça, puis les sociétés, eux, c'est vraiment le Graal. Est-ce que c'est comme dans les films où tu as littéralement, enfin là évidemment c'est les grosses sociétés qui ont littéralement une armée d'avocats souvent, des fois ouais, quand même. Là par exemple, actuellement on travaille sur un dossier pour donc une famille, donc une société familiale, mais c'est une grosse société cotée en bourse, etc. Ils nous ont tous réquisitionnés là, Ah oui, ils nous font tous travailler sur leurs trucs, etc. et tout. Mais c'est fou quand même, parce que je me dis, le prix, le taux horaire d'un avocat, par exemple, moi je suis pour l'instant à 240 € de l'heure, mais je suis pas encore senior ou autre. Donc faut s'imaginer les autres en fait, et la quantité d'avocats qui sont en train de travailler sur leur dossier. Mais c'est un dossier bien précis et ok. C'est vraiment un dossier bien précis, la question est bien précise, mais sauf qu'il y a beaucoup en fait à faire pour cette question-là, et surtout que là en fait on est tenu par des délais très limités en fait, et donc du coup ça fait que on doit vraiment carburer en fait. Ouais, vraiment. Ouais. Donc ça c'est assez drôle ça. C'est comme dans les films. Mais Siut nous a menti quand même un petit peu. C'est vrai. Siut nous a quand même un peu menti. Nous a fait rêver. Mais bon, ça fait quand même rêver, et ça reste sympa. Mais Siut nous a fait rêver quand même. Ah bon. Ça je dois le dire. Tu vois, quand tu es dans le domaine, tu te dis oh ouais, tu racontes des bêtises, mais nous, qu'on ne connaît pas, on est en mode « what ?» Hormis le fait qu'on travaille des heures et des heures et des heures et des heures, ça c'était totalement vrai, mais sinon il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas super vrais. Mais okay. Bon, la spécialiste a parlé. Alors, est-ce que vous accompagnez les sociétés ou les personnes, comme tu disais, lambda,
dans leurs investissements. Aussi, oui. Généralement, surtout pour les sociétés et les indépendants. Et moi, je recommande, en fait. Je recommande vraiment ça comme première étape. Moi, je dis souvent, par exemple, à mes connaissances ou autres qui veulent se lancer, je dis le côté juridique et même le côté fiscal doit vraiment être solide. Tu dois savoir déjà dans quoi est-ce que tu t'engages et savoir quelles seront les conséquences, finalement, du business que tu veux monter. Moi, des fois, j'entends des gens qui me disent, je sais pas, pendant le Covid, par exemple, qui ont créé leur société juste avant le Covid. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'activité pendant le Covid. Et se disent que je ne devais pas rentrer de déclaration fiscale. Et aujourd'hui, se retrouvent avec l'administration sur leur dos qui disent pas de déclaration fiscale, taxation forfaitaire, etc. Mais je dis, mais si tu étais un minimum suivi ou si tu avais posé les bonnes questions, etc., tu ne te serais jamais retrouvé dans cette situation-là. Et le problème, c'est que des fois, c'est pas une seule année, mais c'est 2 ans. Et donc là, le fisc dit, écoutez, c'est pas genre une première infraction, mais c'est une deuxième infraction. Donc là, la situation est encore plus compliquée, en fait, à défendre. Et donc moi, je dis vraiment, avant de commencer, vous devez vraiment, d'un point de vue juridique et fiscal, vraiment être bien sécure, quoi. Oui. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon activité d'indépendant, tout le monde savait qu'il fallait prendre un comptable. Oui. Ça, oui. Ouais. Mais j'avoue que ce n'est que maintenant que je rencontre des personnes qui me disent « Ah oui, moi je suis entourée d'avocats. » Je me dis « Mais d'où ils sortent cette info ?» Parce que c'est important. Moi, je ne l'avais pas il y a 10 ans. Moi, je ne l'avais pas. Mais je me dis... Et même faire relire ses contrats aussi, c'est mais... super important. Parce que moi, j'avais eu une cliente un jour qui, en indépendante complémentaire, qui commençait son activité. Et donc, elle allait signer sa convention avec son comptable, justement. Et donc, elle me demande quand même. Donc là, je me suis dit, c'est bien, elle a eu ce tilt de se dire, je vais quand même faire relire mon contrat également à mon avocate. Et donc, je relis sa convention qu'elle devait conclure donc avec le comptable. Et je vois des trucs à l'intérieur. Et je me dis, mais... allez, c'est pas possible. Et donc je lui dis ça, non, et on modifie et on renvoie au comptable. Et comptable qui se fâche, non, mais, etc. et tout. Et moi je discute avec le comptable, je dis, mais écoutez, il y a des clauses qui sont totalement pas valables en fait dans le contrat et vous le savez. Oui, mais non et tout. Je dis non, je suis désolée. Alors dans ce cas-là, ma cliente ne signe pas en fait. Et donc là, finalement, on a modifié ce contrat-là. Mais je dis, mais généralement, les gens vont toujours faire des contrats qui leur sont beaucoup plus avantageux, en fait. Parce que tu es face à quelqu'un qui ne sait pas, en fait. Et c'est ça que je dis, justement. Mais c'est super important, et parce que des fois, on va glisser un petit truc, mais qui change tout, en fait. Ou bien il manquera quelque chose, et au moment venu, au moment où il y aura un problème, ce sera « Ah, mais finalement, on va essayer de retrouver quelque chose dans le contrat qu'il n'y a pas, en fait. » Ah, purée. Non, mais c'est terrible parce que tu vois, quand tu commences une activité, tu es tellement... déjà, tu sais même pas comment tu dois la commencer. Oui, c'est ça. Banque pour les entreprises, l'INASTI, tout te tombe dessus et c'est pas à l'école qu'on t'apprend ça, donc tu es diplômé et tu dois du jour au lendemain devenir indépendant. Il y a tellement de choses à savoir. Et je pense que oui, l'accompagnement d'un avocat, c'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude de faire, c'est dommage. Ça. Et là, on essaie, je pense que là, de plus en plus, tout doucement, l'information circule. Et c'est parce que les gens ont eu de mauvaises expériences ou ont entendu justement de mauvaises expériences et se disent « Ah ouais, ce serait peut-être pas mal, avant de lancer mon truc, quand même que je fasse appel à un avocat. » Et moi, franchement, j'hésite pas à le dire autour de moi. Et surtout, un truc que je dis généralement aussi, c'est faut pas avoir peur, en fait, d'appeler un avocat. Et il y a toujours moyen, en fait, finalement, donc de s'arranger. Et sachez aussi que les prix d'un avocat, certes, c'est vrai qu'un avocat coûte cher, mais les prix ne sont pas figés non plus. Vous pouvez des fois tomber sur de très bonnes personnes ou quoi que ce soit qui va vous dire « Ok, d'accord, dans votre cas, on va essayer plutôt de s'arranger comme ça, parce que voilà, je vois que dans cette situation-là, voilà. » Et on essaye donc de s'arranger. Mais il faut discuter et il faut quand même essayer. Et je trouve que c'est vraiment non négligeable, parce que je me dis, à partir du moment où vous décidez de lancer un business, ça veut dire que c'est un projet de vie, en fait. Et donc, pour moi, je me dis que c'est pas possible de lancer un projet de vie sans avoir voulu travailler les bases ou sans réellement sécure le truc. Je me dis, c'est totalement... Surtout que quand l'administration tombe dessus... Ouais, ça peut mettre un terme directement. Et très vite. Donc,
C'est vrai que l'investissement que paraît être un avocat sur les problèmes à éviter dans l'avenir, dans la balance. Moi, c'est ce que je dis entre réparer ou anticiper. Dans l'idéal, vaut mieux anticiper. Ça coûtera peut-être moins cher que de rattraper justement une situation par la suite. Et moi, j'en vois plein qui finalement disent qu'ils doivent finalement arrêter leur projet ou autre, mais à cause de problèmes juridiques en fait au final. Ouais. Et je me dis, ça c'est vraiment super triste en fait. Ouais, c'est vraiment dommage. Est-ce que ça vous arrive, vous les avocats fiscalistes, de plaider ? De temps en temps, c'est très rare. Moi, pour l'instant, donc, ça fait 4 ans que c'est ma 4e année en tant qu'avocate et j'ai plaidé 2 fois. Ah, et c'était comment ? C'était chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. C'est dommage parce que mon premier dossier, c'était un dossier un peu pourri. C'était perdu d'avance. Mais comme je suis quand même quelqu'un qui lâche pas, j'avais essayé de trouver tous les arguments possibles, les interprétations qu'on pouvait faire donc, de la loi. Et c'est ça qui était finalement motivant. Et finalement, je cherchais en fait à défendre son cas, etc. à tout prix, en fait. Et que les gens doivent se dire, c'est que finalement, quand vous venez nous voir, on porte en fait votre problème. Votre problème devient réellement... Enfin, si c'est quelqu'un qui aime vraiment sa profession, enfin, ça devient vraiment notre problème. Moi, je me rappelle d'une autre... un couple comme ça, qui avait un problème, c'était un problème d'abattement fiscal, etc. Et je me rappelle, j'avais vraiment travaillé nuit et jour sur leur dossier. Et quand finalement, on a eu gain de cause, on n'a pas eu à plaider, mais parce que, allez, en tant que fiscaliste, c'est beaucoup d'accords. Et finalement, on a eu gain de cause. Les accords avec l'administration. Oui, c'est ça. L'État belge, c'est notre... je ne vais pas dire c'est notre ennemi, mais c'est souvent donc, la partie adverse. C'est la réalité. Et finalement, on a eu notre accord et que j'ai appelé la cliente en lui disant « Oui, madame X, etc. et tout, c'est bon, c'est OK, je vous envoie la décision, on l'a eu. » C'est vraiment, moi-même, je suis là en mode victoire, c'est bon, vraiment... Et c'est ça, et je me dis, c'est vraiment fou. Et quand on plaide, il faut se dire qu'en fait, à un moment donné, on oublie que c'est pas nous, mais qu'effectivement, on est en train de défendre comme si c'était nous et que vraiment, finalement, en arrivant dans la salle d'audience, t'es là, t'as limite envie de te disputer comme si c'était toi, en fait. Donc, c'est ce qui j'adore, tu vois, je ne dis pas ça. Ah oui, non, c'est vraiment, t'es là, mais non, etc. et tout. Et tu donnes vraiment tout et ça te fait, enfin, je sais pas, ça fait quelque chose quand même. Tu vois, là, je me retrouve dans ces... Non, ça, j'avoue, ça fait vraiment quelque chose et surtout que tu passes énormément de temps. T'es là et tu connais finalement la situation vraiment par cœur de ton client. Et le matin, quand tu dois partir à ton audience, tu es là, tu te dis, c'est bon, je vais vraiment pour défendre cette personne et je vais tout donner, en fait. C'est vraiment ça. C'est hyper rassurant d'entendre l'avocat parler comme ça, je te jure. En tout cas, moi, je me dis, voilà, les médecins prêtent également serment, enfin, je sais plus c'est quoi leur truc. Voilà, le serment d'Hippocrate. Et je dis, nous aussi, on prête serment quand même. Et je dis, voilà, des fois, il y a des clients qui sont durs, qui sont pas faciles. Mais malgré tout, il y a des fois des clients où je me suis dit, purée, je reste polie, hein, mais que vraiment, j'avais envie de leur dire, voilà quoi. Et des fois, je me rappelle, mais vraiment, et des fois, mon mari me voyait limite en train de bosser, mais en pleurant limite, parce qu'on venait de mal me parler, comme si j'étais... et je me disais, oui, et c'est juste que je me disais... Je me souviens pourquoi est-ce que je fais ça et finalement ce à quoi je me suis engagée, donc c'est pas grave, je le fais vraiment genre jusqu'au bout, mais il y a des moments aussi c'est vraiment dur quoi. Oui, en fait tous les métiers à un moment ou à un autre on a soit parce que j'ai une des invitées qui est banquière et qui disait parfois on prend cher comme conseiller en banque. Je suis là, ah oui, il y a des gens qui parlent mal à leurs conseillers. Ah bah oui, c'est ça. Oui, tu vois, et je dis, c'est fou, alors que nous, on veut que votre bien, en fait, au final. Et t'es là, tu ramasses un peu tout. Mais je pense que c'est la frustration. Je pense que c'est le stress aussi de beaucoup de clients. Quoi. Et quand on parle d'investissement, quel type d'investissement est-ce que vous accompagnez, par exemple, moi, dans ma pratique, c'est surtout les sociétés. Oui. En fait, c'est vraiment les sociétés, que ce soit les personnes qui veulent donc ouvrir leur société ou les personnes qui veulent restructurer leur société, faire des acquisitions, des modifications de forme de société ou autre, investir, on va dire que ce soit au niveau d'actions, immobilier ou autre, enfin... tout ça, on fait le suivi à ce niveau-là. Donc, vous faites le suivi, ça veut dire que, je sais pas moi, je dois acheter une société concurrente.
Ouais. Là, j'ai besoin que l'avocat fiscaliste fasse les contrats, dans ce cas-là, ce sera limite... Là, ce sera même un plus gros truc. Parce qu'on va dire, généralement, imaginons une société qui veut acquérir une autre société. Ouais. Dans ce cas-là, on va faire une due diligence. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment... je ne connais même pas le terme en français, du coup. Mais il y aura tout type d'avocats. Il y aura des avocats en droit du travail, avocats en droit des contrats, donc tout ce qui est corporate, des avocats fiscaux, etc. Donc, nous, en tant que fiscalistes, on va d'abord regarder est-ce que l'autre société qui doit être acquise a un contrôle fiscal pour l'instant. On va analyser tous les comptes de la société, toutes ses déclarations fiscales, etc. et tout, pour voir un petit peu quelle est la santé financière de cette société-là. Okay. Et entre-temps, les autres avocats vont s'occuper de tout ce qui est contrat, etc. S'il y avait des employés, par exemple, dans l'autre société, ben là, ce sera tous les avocats spécialisés en droit du travail qui vont s'occuper de tous les trucs sociaux. Donc ça, c'est de nouveau tout un... Ouais, ça, c'est un package. Et si par exemple, une société, bon là, je vais un peu loin peut-être, mais veut rentrer en bourse. Ouais. Là, de nouveau, ce sera toute une étude, on va dire, de la société. Et il y aura une valorisation, etc. Et tout des actions qui devront être faites. Et donc là, de nouveau, là, ce seront les avocats fiscalistes et les avocats en société, donc en corp, qui vont donc analyser un petit peu la situation de la société et voir comment la guider finalement pour qu'elle puisse rentrer en bourse. Oui. Et là, pendant que tu parles, je pense aux startups. Oui. Les startups avec les levées et les investissements en plus finir, c'est aussi des gens que vous accompagnez? Oui, aussi, parce que justement, des fois, les startups... Ici, récemment, on avait eu une start-up qui était venue nous voir, mais là, c'était pour autre chose. Donc, la start-up avait déjà été... je vais dans tous les sens. Donc, un des cas, c'était la start-up qui était déjà constituée et qui voulait mettre sur pied, je sais plus, un guide ou je sais plus quoi, un guide fiscal, mais interne, pour expliquer justement un petit peu comment va fonctionner toute la fiscalité au sein de la start-up et pour les employés. Donc ici, on a fait le suivi à ce niveau-là et revoir un petit peu tous les guides, etc. Un autre truc, c'était aussi, par exemple, pour les startups, il y a tout ce qui est tax shelter. Oui, ça, donc généralement, les gens demandent beaucoup de conseils aussi à ce niveau-là. Et donc nous, on va un peu aider, que ce soit les investisseurs ou les personnes, les sociétés dans lesquelles on investit, essayer de faire en sorte que toutes les conditions soient bien remplies et que les sociétés puissent bénéficier justement, effectivement, de ces réductions d'impôts, etc. Ok. Et est-ce que ça vous arrive de travailler en collaboration avec des banques? Avec la banque, ça vous arrive? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. En tout cas, dans mon cas, je l'ai jamais eu. Oui, et avec moi, je sais qu'une fois, mais vraiment une fois, mon comptable m'a dit... En plus, non, je suis même pas sûre que c'était pour moi. Mais une fois, mon comptable m'a dit, oui, là, on va devoir prendre un avocat fiscaliste. Généralement, c'est parce que le comptable est limité. Donc, un expert comptable... peut donner un conseil donc comme un avocat. Mais si on doit rentrer en procédure, par exemple, le travail du comptable se limite. Donc, par exemple, imaginons, vous vous faites retoquer par l'administration fiscale. Donc, le premier recours, toujours au niveau de l'administration fiscale, pourra être introduit par le comptable. Oui. Mais si maintenant le recours n'est pas accepté, ça veut dire qu'on devra aller devant le tribunal de première instance. Okay. Et donc, dans ce cas-là, le comptable n'est plus compétent. Et donc là, on va directement recourir à un avocat. Mais nous, généralement, ce qu'on va dire, autant nous prendre dès le départ, comme ça, nous, on fait le suivi et on n'a pas à rattraper en fait, le travail du comptable fait avant. Et surtout, ces temps-ci, je vois que les responsabilités des comptables doivent vraiment être engagées. Désolée à tous les comptables, mais il y a un travail à faire au niveau des comptables. Je confirme. Moi, j'en ai un très bon, donc je ne vais pas me plaindre, mais j'entends des histoires hallucinantes. Mais vraiment, mais nous aussi, on voit des histoires, c'est incroyable, mais vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et pourtant, c'est une profession... protégés, je sais pas comment on utilise le terme, mais je veux dire, ils ont une institution au-dessus d'eux qui les oblige à faire un travail correct, c'est pas des entrepreneurs. Non, oui, c'est ça, tu peux pas t'auto-déclarer. Je comprends pas comment il y a autant de fautes professionnelles. Non, mais c'est incroyable.
même autour de moi, de près ou de loin, des gens qui sont dans des problèmes à non plus finir parce que le comptable n'a pas rentré, le comptable n'a pas ça. fait ci. Mais moi aussi, je vois beaucoup ça, des comptables qui n'entrent pas les déclarations fiscales ou au niveau des comptes, se disent ça je sais pas dans quel compte je dois mettre ça, allez hop, mais c'est un compte courant et tu vois un compte courant énorme, t'es là mais c'est pas normal. Et ça c'est flippant, mais je pense que je devrais moi-même déjà faire un travail et apprendre à détailler chaque ligne de ma déclaration. C'est pas, je devrais. Mais c'est vrai que quand tu parles de compte courant, mais le jour où j'ai dû faire un crédit en société, c'est ce jour-là j'ai compris à quoi servait le compte courant. Pourquoi il valait mieux que tu n'en aies pas. Oui, non, c'est ça. Mais je me dis, là j'ai compris ça, mais je regardais les 2 pages, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas compris encore. Mais c'est ça, mais c'est pas facile non plus en même temps. C'est quand t'es pas à l'aise avec des chiffres, quand tu comprends que dalle la fiscalité, que tu dois... Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas facile et que dans l'idéal, le mieux c'est de pouvoir d'être accompagné et bien entouré en fait et de vraiment poser les questions, même si c'est une bête question ou quoi. Comme on dit, il n'y a pas de bête question en fait. Vaut mieux poser et être sûr d'avoir compris que de se dire après 5 ans, oh mais mon Dieu, la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et moi j'ai laissé ça comme ça. Donc je pense que c'est important. Ok, merci. Tu nous as bien éclairé au sujet de ton métier et de l'intérêt d'un avocat fiscaliste, parce que c'est pas toujours clair. On se dit, mon Dieu, avocat, ils vont nous taxer, ça va servir à rien. Alors qu'en réalité, c'est de la prévention. Oui, c'est surtout ça. C'est de la prévention pour... Il ne faut pas hésiter aussi à demander un forfait quand vous arrivez, demander, parce que beaucoup de gens, on va juste vous balancer un taux horaire et voilà, et au final, nous, on travaille juste. Alors que si on a convenu d'un forfait à la base, ça veut dire que, voilà, écoutez, ma situation est celle-ci, vous pensez que ça prendrait combien d'heures? Là, on fixe déjà, genre, je dis, là, je pense que peut-être ça me prendrait entre 2 et 5 heures, et mon taux horaire est d'autant, donc on va fixer un forfait d'autant. Si maintenant, j'ai besoin de plus d'heures, voilà, je reviendrai vers vous, mais au moins, vous partez déjà avec une idée d'un prix et pas juste après avoir une note d'honoraire en se disant waouh, c'est... Je vais faire un emprunt pour payer mon avocat. Oui, c'est ça, c'est totalement fou, quoi. Ok. Mais là, tu travailles dans un cabinet de groupe. Oui, c'est ça. Est-ce que vous travaillez toujours comme ça ou c'est un choix? Ou tu peux être indépendante? Je pourrais être indépendante et ouvrir donc mon propre cabinet, mais je me sens pas encore capable. Enfin, je sais pas si même plus tard je voudrais. Je sais vraiment pas. Mais donc effectivement, je pourrais ouvrir mon cabinet. Et on trouve facilement des cabinets, parce que moi j'ai vu 2-3 amis qui ont galéré pour trouver déjà un stage. Oui. C'est la guerre. Et pendant le stage, c'était en mode je sais pas si je vais rester, je sais pas où je vais aller. Après, je sais pas du tout ce qu'ils faisaient comme spécialité. Après, quelle que soit la spécialité, j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit facile. Moi, je vais pas mentir, ça n'a pas été facile de trouver un stage. Donc ici, des fois, on se dit, on va tout faire pour avoir les meilleurs CV, etc. et tout. Mais malgré la meilleure des formations, ça reste très très difficile des fois, c'est dû à quoi? D'entrée. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que ils cherchent à chaque fois donc des avocats expérimentés, mais le problème c'est que faut laisser les jeunes faire leur... Ça existe aussi chez les avocats, c'est ça. On veut d'expérience 10 ans. Et que là justement en fait, parce que beaucoup de gens vont faire leur barreau puis partir en fait, et donc du coup ils se retrouvent dans des situations où ils ont beaucoup de jeunes stagiaires mais plus assez d'avocats expérimentés en fait. Mais ils partiront? Ils retournent dans le privé. Parce que la vie est difficile. Oui, c'est parce que des fois les gens se disent j'aimerais bien avoir mon 9-17 finalement tranquillou, pas être appelé le soir, ne jamais savoir. Mais dans le privé, ils sont quoi, juristes? Oui, juristes. Et les horaires sont plus tenables. Après, ça dépend
des fonctions. Moi, j'ai commencé comme juriste. J'ai travaillé pendant 2 ans, justement, au Luxembourg, chez PwC. Et là, il n'y avait pas d'horaire de nouveau. Ah ouais. Mais bon, il y avait quand même toute cette sécurité, entre guillemets, derrière. Des congés, tu sais que tu peux prendre de manière plus simple tes congés. Si t'es malade, t'es malade, c'est pas grave. Enfin, tu peux rester à la maison et te reposer. Oui. Alors qu'ici, même malade, tu as quand même... Tu es indépendante ? Oui. Ah, d'accord, ok. Même malade, tu vas travailler, t'as pas d'horaire ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est souvent assez difficile. On va te dire, tel truc à 20h. Oui. Arrivé 20h, ah mais mince, j'ai pas encore fini. Donc voilà, comme aujourd'hui. De quoi parles-tu ? Je ne vois pas. Donc moi, ça, c'est toujours une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Ouais. Donc bon. Mais est-ce que tu... Bon, après tu me diras, tu aimes ton métier, donc voilà, tu es dedans, mais... c'est quelque chose que tu vas faire sur un court terme ou tu te vois tenir comme ça des années ? Tout le monde me pose cette question, je ne sais vraiment pas. Et je me dis que finalement, c'est mon corps, c'est la vie qui me dira finalement là, peut-être qu'il est temps de changer. Et je pense que c'est au fil du temps, il y a à chaque fois quelque chose qui me pousse à m'accrocher ou qui me dirige. J'ai commencé comme juriste. J'ai été 2 ans juriste, j'ai pas aimé finalement parce que j'avais l'impression d'être une petite main dans un système, j'avais l'impression de pas réellement apporter quelque chose dans mon travail, donc c'était super frustrant et c'est pour ça que je suis revenue à Bruxelles. Quand j'ai commencé mon stage, c'était vraiment top, j'ai eu de la chance, grâce à Dieu, j'ai vraiment eu de la chance et ça s'est bien passé, j'ai eu un super maître de stage. Et ici, je voulais plus, je me suis dit, bon, je suis encore jeune, etc. et tout. C'est le moment de se construire, etc. J'ai changé de structure, je suis super contente également de mon choix. Et je me dis, alors qu'il y a des fois que j'ai dit que je voulais abandonner. Et là, je me dis, ça va, je me vois encore continuer. Donc je me dis, je sais pas, je verrai ce que je veux aussi. Donc voilà, après il y a des choses qui chamboulent aussi une vie, des enfants, ça change la vision. Ça change la vision de la vie, donc je me dis, on verra aussi. Tsunami, les enfants, tsunami. Donc ça, c'est ce que tout le monde me dit. Donc je me dis ça aussi, je verrai, je sais que ça aura un impact sur mes choix, donc je reste... Open mind. Donc. Est-ce que tu es une investisseuse, toi ? Est-ce que tu investis immobilier, bourse, crypto-monnaie ? Alors, parce que c'est des sujets que je ne vais pas dire que tu maîtrises, mais qui te sont familiers. Oui, quand même, qui me sont familiers, c'est vrai. Mais donc, du coup, moi, pour l'instant, là, j'ai qu'un seul appartement. Et donc, effectivement, j'aimerais vraiment, pour avoir des beaux jours plus tard, pouvoir beaucoup plus investir donc, dans l'immobilier. Et moi, je sais que je n'ai pas la fibre de l'entrepreneur, avoir un side business à côté et tout. Je suis pas forte là-dedans, c'est pas pour moi. Mais vraiment, l'immobilier, ça, je voudrais vraiment. Donc, j'essaye pas mal de lire, suivre des formations, etc. et tout sur... le sujet pour faire de bons investissements. Et l'investissement en bourse aussi, ça là pour l'instant, je suis juste en train de lire et passer des formations et je cherche justement une bonne formation sur le sujet. Mais ça m'intéresse. Mais dans votre domaine, c'est des choses dont vous discutez, entre avocats fiscalistes. On parle beaucoup d'investissement en bourse et beaucoup de crypto. Et surtout la crypto parce qu'en fait, il y a tout un régime fiscal en fait. Et là justement, j'étais à Rome la semaine dernière et moi j'étais dans une table de discussion justement sur la crypto-monnaie avec d'autres avocats de différents pays et on voyait vraiment les traitements fiscaux différents, étaient vraiment pas les mêmes en fonction donc des pays. Et donc nous on expliquait un petit peu comment est-ce que ça se passait donc en Belgique et voir les évolutions, etc. et tout au niveau de la crypto. Et justement, des fois, on est là un peu... faut alerter les gens par rapport à la taxation au niveau des crypto-monnaies. Parce que bon, j'ai pas envie de perdre les gens. Mais ici, il y a Non, vas-y, perds-nous. Parce que je trouve que c'est un sujet à la fois brûlant, à la fois délaissé. Mais oui, parce que quand on écoute tout le brouhaha qu'il y a sur la crypto, on se dit, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais c'est ça. Mais d'autre part, on a des gens qui ont l'air de dire ah oui, non, mais ça c'est pour 2-3 geeks.
Non, c'est déjà c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais et puis et on peut commencer à payer avec sa crypto. Même acheter. Et acheter, effectivement. C'est une télé-réalité, tu sais ça, mais ça n'empêche que. Et donc les gens effectivement peuvent acheter avec de la crypto, mais surtout ici le risque c'est que les gens pensent qu'ils ne seront pas taxés sur leur crypto-monnaie en fait. Et donc se disent qu'ils pourront convertir leur crypto-monnaie en argent réel, enfin en euros, et qu'ils ne seront pas taxés dessus, alors que si, et que maintenant nous justement on regarde les différents types de taxation. Est-ce que ce sera un revenu professionnel? Est-ce que ce sera un revenu divers? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une gestion de patrimoine privé et que dans ce cas-là, c'est exonéré? Et là, la question qu'on avait récemment, c'est que c'était l'administration fiscale qui considérait que le fait de convertir ta crypto-monnaie en une autre monnaie virtuelle, la plus-value que tu pouvais faire sur cette conversion, finalement, constituait une plus-value taxable. Alors que nous, on est là, non, justement. Et on défend ce point-là. Mais c'est ça, et c'est chercher de l'argent à tout prix. Et que nous, on disait, la réalisation de la plus-value, finalement, se fait au moment où la conversion, la crypto-monnaie a été changée en argent réellement. On ne peut pas commencer à jouer sur de l'argent virtuel, faut pas exagérer. Mais donc ça, c'est tout un débat. Mais je pense qu'il y a eu un arrêt là, qui est sorti, je pense, la semaine dernière. Okay. Donc à ce sujet-là. Mais pour nous, moi là, ça c'est mon kiff. C'est vrai. Ouais. Vraiment. Chacun s'amuse comme il peut, parce que là, je suis là... Ouais, vraiment, mais justement, c'est de voir le débat et le questionnement et de dire finalement à quel moment la plus-value se réalise et de dire finalement, est-ce qu'on peut réellement considérer que... Chacun son métier. Mais tu vois, donc je me dis, c'est vraiment... Chacun son métier, parce que moi, je suis déjà en train de dormir. donc ouais, moi je suis... J'aime ce que je fais. Voilà. Amen. Ah ouais, donc ça va aller jusque-là. Ouais. C'est fou, tu sais, hier avec... quand on enregistrait... Pourquoi j'oublie son nom? Georgia? Oui, avec Georgia. Et elle était en mode rebelle. Elle était en mode, ouais, parce qu'on parlait de succession. Ah oui, oui, c'est incroyable. C'est scandaleux, mais oui, c'est voilà, à nouveau, une preuve que l'État... Ah oui, non, mais c'est abusé. Encore, je lisais un truc justement sur la Belgique où on disait qu'au niveau des revenus pro, la Belgique était le pays européen qui taxait le plus. Ouais. Vraiment. Et j'étais là, mais c'est incroyable, je veux bien. Et surtout que, aller au niveau de nos impôts, on voit même pas dans quoi est-ce que c'est investi. Enfin, à un moment donné, je suis désolée, nos routes sont catastrophiques. Il y a plein de trucs qui sont en travaux depuis des années. Tout ne cesse d'augmenter, les aides ne cessent de diminuer. Enfin, donc je suis désolée, mais je ne vois pas, en fait. Et c'est vraiment frustrant, en fait, pour le contribuable. Et moi, la chose qui m'a frustrée le plus depuis toutes les années que je vis ici, c'est lorsque j'ai vu les droits d'enregistrement dans d'autres pays. Ouais, ça... Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ici, c'est... Des 3%, des 1%, tu te dis, mais ouais, 12. mais ici, t'oublies. Non, c'est catastrophique. Enfin, bref, l'État, c'est eux les maîtres. On ne peut que faire des bons petits soldats. Dis-moi, on approche tout doucement de la fin. Donc, mes petites dernières questions, c'est toujours de savoir, est-ce que être une femme, et être une femme noire en particulier, c'est quelque chose dans ton parcours qui a eu un impact positif ou négatif? Comment tu l'as perçu? Ça n'a pas toujours été facile. Et jusqu'à présent, je sens encore que c'est difficile quand même. Je dis, on va pas se mentir. Moi, je sais qu'en commençant au cabinet, quand j'ai commencé mon stage, certains c'était c'est la nouvelle réceptionniste. Directement d'emblée. Et j'étais là, non. J'ai déjà eu des clients qui ont refusé de me serrer la main aussi. Et j'étais là, vraiment. Ah ouais, la banquière m'a dit la même chose. Oui, je me suis dit, c'est incroyable en fait. Ou bien même, j'avais le code de la carte d'identité d'un des clients, mais c'est parce que sa secrétaire m'avait envoyé son code juste avant et que je devais faire quelque chose avec sa carte d'identité, mais le client allait être présent à ce moment-là. Et qui m'a directement dit, oui, mais pourquoi vous avez mon code? Et j'ai dû recadrer en disant, mais écoutez, monsieur, sachez que je ne peux rien faire.
que ce soit avec votre code ou votre carte d'identité, enfin, je vais aller nulle part avec, en fait. Et donc voilà, et après, finalement, il s'est excusé, et il y avait plein de petits trucs comme ça, enfin, j'ai eu pas mal de enfin, moi, je considère ça comme des micro-agressions, et que tu te dis qu'au final, si t'es pas préparé à ça, ben, tu peux vraiment, enfin, des fois, tout prendre pour toi, en fait. Et donc ça, j'avoue que ça a quand même été difficile, et que tu as souvent l'impression que tu dois faire plus, en fait, encore plus montrer, parce que déjà, les femmes, on se dit, généralement, surtout dans ce monde-là, que les femmes sont un peu bébêtes. Ils se disent, je pense. C'est dans tous les milieux. et c'est horrible, en fait. C'est vraiment horrible. Donc non seulement ça, et qui plus est que quand tu es noir, on n'est pas sûr que tu aies assimilé toutes les connaissances nécessaires pour finalement faire ce métier-là. Et donc ça a été dur. Ici, moi, je remercie le Seigneur pour ça, parce que j'ai eu un maître de stage qui a vraiment été super à ce niveau-là, qui a vraiment, m'a beaucoup défendu donc, à ce niveau-là, et m'a redonné donc, beaucoup de confiance aussi à ce niveau-là, en me disant, ouais, non, mais des gens comme ça, t'en verras encore, mais toi, tu dois à chaque fois te rappeler donc, ta valeur, savoir pourquoi est-ce que tu es là, et donc finalement montrer que t'es pas là pour qu'on rigole avec toi, en fait. Donc voilà, et ça m'a beaucoup aidé, que finalement, lui ait confiance en moi, en fait. Et je voyais que lui avait totalement confiance en moi, et ça fait qu'au final, j'étais là, enfin, qui que ce soit, au final, peut venir, ça me passait vraiment au-dessus de la tête, et j'étais là, voilà, enfin. Et un autre truc aussi qui m'a un petit peu dérangée, et ça, de nouveau, mon maître de stage, heureusement, a été très... allez, c'est quoi le terme ? Pas prévoyant, mais très... Prévenant, voilà. À ce niveau-là, c'est que, je me rappelle un jour, on m'appelle au cabinet, un client qui m'appelle. Oui, bonjour maître, nanani, nanana. J'ai vu que j'ai une question, et qui m'explique directement sa question. Et je suis là, mais... trop bizarre. Je dis, mais moi je fais du droit fiscal. Ensuite, ils me disent, ah mais non, mais on a vu que vous étiez spécialisé en African Business Law. Je dis, what? Et ensuite, donc, j'ai un meeting après avec mon partenaire, et je lui dis, ah ben tiens, c'est bizarre, etc. J'ai un client qui m'a appelé là tout à l'heure en me posant une question, en me demandant si je pouvais gérer le dossier, mais la matière c'était en African Business Law. Il me dit, mais est-ce que c'est mis sur le site que tu fais de l'African Business Law? On va regarder. Et donc, avant la spécialisation en taxes, il était mis African Business Law. Et on se dit là, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, je me rappelle, il appelle l'office manager en disant, mais vraiment, ouais, mais c'est quoi cette histoire, etc. et tout, pourquoi elle est dessus, nanani, nana. Et il appelle un des autres associés qui était justement spécialisé en African Business Law, en disant, mais c'est quoi ce truc? Il dit, Grace n'est pas spécialisée donc, en African Business Law, elle n'a jamais fait de formation en African Business Law. Donc, si maintenant vous voulez attirer des clients en prenant donc, une personne donc, de couleur, pas grâce. Alors, ça, vous arrêtez tout de suite et vous retirez directement ça du site. Et effectivement, j'avais eu l'impression, d'être comme un appât, en fait, pour leurs clients africains, et se dire, voilà, ou bien s'il devait y avoir une conférence, Grace, tu sais venir, etc. J'étais là, j'étais là, non, en fait, si vous voulez... Notre ami noir. Mais c'est ça, j'étais là, mais non, et c'était en mode, ouais, mais elle passe bien, tu vois. Et j'étais là, non, en fait. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça dur. C'était des situations un peu qui te révoltent un petit peu, quoi. Moi, je me souviens quand j'ai été fouillée dans ta vie. J'étais sur le site internet de mon cabinet, de mon ancien. L'ancien. J'étais stressée quand tu vois. Je faisais défiler les noms, les têtes. Oui. C'est dur. Déjà, je me dis, bon, j'ai la compte du nombre de femmes, c'était genre 3 femmes. Mais c'est ça. Et puis, il y avait toi, tu vois, dans tout ce monde très, très blanc. Mais c'est dur, c'est pas facile. Et c'est donner des explications sur tes cheveux. Pourquoi est-ce que tu peux changer de coiffure comme ça? Et tes tresses et tout. Et moi, j'ai dit, heureusement que je suis assez calme, et donc du coup je réponds donc aux questions, mais juste qu'il faut pas aller trop loin, parce que si tu vas trop loin aussi dans les remarques ou autres, là aussi je recadre à ce niveau-là. Il y avait une fille qui était venue faire un jour son travail d'intérim, et donc elle était à la réception.
Et c'était une fille congolaise, justement, mais qui faisait des études de droit. Et moi, j'ai tendance vraiment à parler avec tout le monde, etc. Et donc, quand elle venait tout le temps, hein, bonjour, ça va, tout se passe bien, oui, oui, oui. Et un jour, donc, finalement, elle m'aborde, elle m'a dit, oui, madame, je dis, oh là là, tu peux m'appeler Grace déjà. Et ensuite, elle me dit, oui, donc elle me vous voit, je dis, tu peux me tutoyer. Elle me dit, ça m'a rassurée, etc. et tout, quand je t'ai vue sur le site, etc. et tout, en me disant que finalement, en voyant ma photo et le fait que j'étais la seule noire dans un cabinet que de blancs, elle m'a dit, ça m'a donné genre cette... pas motivation, mais une impulsion en se disant que c'est possible en fait finalement. Et elle m'a posé plein de questions, etc. et tout, sur mes études, sur ce que j'ai fait, etc. et tout. Okay. Et je lui ai dit c'est totalement possible. Et je lui ai raconté un petit peu mon histoire en disant, enfin, moi mes profs voulaient pas que j'aille à l'université, même mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'université. Toi, tu dois mais c'est ça, j'ai dit, et que finalement c'est toi qui te donnes les moyens de ta réussite. Si tu veux vraiment faire ce que tu veux faire, mais que tu veux vraiment, vraiment le faire, tu le fais, et que finalement tu vas finalement toquer aux portes, et il y a une porte qui finira par s'ouvrir. Et donc voilà, j'ai dit que personne ne vienne te limiter, et ça m'a fait mal au cœur quand même qu'elles se disent est-ce que je pourrais. Et que là des fois je me dis, j'avais une discussion justement avec mon boss avant. Je dis, tu vois pas le poids en fait qu'on a. On a le poids d'une communauté sur nous en fait. Et je dis que là en fait que tu dois te dire que on ouvre une porte ici. On est tout avec des enfants d'eux. Mon père est juge, mon père est tel, ma mère est ceci. Nous, il y a pas d'avocat chez nous. Il n'y a pas d'avocat chez nous. Nous, on est venu ouvrir une nouvelle porte, et que derrière, tu es en train de donner de l'espoir à d'autres personnes, tu vois. Et j'ai dit, tu t'imagines pas que des fois, c'est quand même stressant, en fait. On est la première génération pour nous, car on a la trentaine comme ça. Nos parents sont arrivés. Oui, c'est ça. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et, c'est ça. Voilà, on est la première génération à vraiment faire ce qu'on veut, pas ce qu'on peut. Oui, c'est vraiment ça. Et donc, c'est vrai que c'est tout un travail à abattre. Donc, pour que les autres n'aient plus à se poser la question. Est-ce que je peux ? Est-ce que c'est un métier pour... Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur, en fait, quand les gens se demandent, est-ce que c'est un métier, genre, pour moi ? Est-ce que je pourrais devenir actrice ? Est-ce que je pourrais devenir médecin ? Est-ce que je pourrais devenir avocat ? Et là, justement, ça me rassure, parce que quand je vois les gens autour de moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est actrice, j'ai mes cousines qui sont médecins, et tout ça, ce sont des femmes noires. Donc, je suis hyper contente et hyper fière. Et en me disant, non, on montre que finalement, c'est possible. Moi, je me souviens, ma copine, quand du coup, elle a commencé le conservatoire, des fois, elle était là dans le doute, etc. et tout. Elle se disait, déjà qu'en Belgique, c'est ça. Et même pression familiale, enfin, qu'est-ce que tu vas faire du théâtre, etc. et tout. Et j'étais là, non, faut casser tous ces codes-là, en fait. Faut arrêter, en fait. Et aujourd'hui, ils sont super fiers en la voyant. Même moi, quand je la vois jouer, je lui dis, tu vois, t'aurais laissé tomber ça. Donne-nous son nom. Je vais vous donner son nom en off. Babetida. Tu vois ? Oui, je vois, mais elle la connaît aussi. Mais je te donnerai son nom en off, mais voilà. Et elle est aussi, franchement, elle est talentueuse, et elle a un parcours aussi qui inspire. Et moi, je me dis, franchement, c'est une grâce. C'est même pas une chance, mais c'est vraiment une grâce d'être entourée par autant. Franchement, je suis vraiment entourée de femmes noires inspirantes, et je suis vraiment contente. Et je me dis, ça pousse à se battre encore, quoi. Vraiment. Et qu'est-ce qui t'a... le fameux mantra... Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a permis de toujours tenir tête ? Est-ce que tu as une personnalité proche ou lointaine qui t'a guidée ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est, Alors, moi, je vais dire, c'est simple, c'est peut-être classique ou autre, mais c'est Dieu. Okay. Moi, c'est vraiment ça. J'ai dit, je pourrais aller... Ce serait mentir que de parler d'un livre ou de faire le classique, ma mère ou autre. Je suis désolée pour elle, mais même si elle m'a aussi inspirée, elle est très très forte. C'est vraiment une femme forte. Mais j'ai dit, c'est vraiment le Seigneur. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment le Seigneur. Parce que des fois, je suis vraiment à bout du bout. Enfin, j'ai plus de force. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui peut finalement me redonner cette force-là, ce courage-là. Et ma mère, justement, a fait un travail très important à ce niveau-là. Parce que finalement, elle nous a toujours dit, elle a dit, j'ai pas de millions, j'ai rien à vous donner, etc. et tout. Mais tout ce que je peux vous donner, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est tout. Et elle priait énormément pour nous. Et des fois, quand t'es jeune, t'es là, tu rigoles beaucoup, etc. et tout.
mais tu vois que les prières de ta maman ont vraiment porté finalement leurs fruits et qu'au final, toi-même, tu sais pas vivre spécialement sans. Et donc, moi, je dirais que ça, c'est jusqu'au bout, c'est ma base solide. C'est vraiment ça. Ah bah écoute, ça c'est un beau message. Et on va finir sur ce beau message. Et je te remercie vraiment pour ta participation. Merci parce que franchement, tu as été hyper généreuse dans les infos, dans les blagues. Et merci à papa parce que franchement, il a participé au podcast sans le vouloir. Oui, c'est ça, le pauvre. Il m'a vraiment enjaillé. Merci papa. Non, mais merci à toi vraiment. Et c'était vraiment une chouette rencontre. Allez, je suis vraiment génial. super contente. Eh ben, on te suit dans tes aventures fiscales. Thank you. Et qui sait, il y en a peut-être qui vont débarquer bientôt. N'hésitez surtout pas. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!